On poursuit avec Régis Le Sommier, notre partenaire du lundi. Bonjour Régis. Bonjour Liselotte. Alors vous nous parlez de la Hongrie et comment elle est devenue le centre du monde européen pour Poutine et pour Trump. Oui, de Viktor Orban, son président, le petit poussé qui aujourd'hui est au centre de la diplomatie mondiale. Alors, je vais commencer par un petit retour en arrière. C'était le 13 octobre dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte. Alors, à l'occasion de son numéro favori de distribution de bons points aux dirigeants internationaux, je ne sais pas si vous suivez, mais Donald Trump a pris l'habitude à chaque fois de dire un petit mot à chacun et on analyse tout ça. Alors, certains passent un peu au-dessus, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu, de prendre le pouls de l'avis de Trump vis-à-vis des dirigeants. Et alors là, à ce moment-là, il se tourne vers ses hôtes. Alors, on avait un peu oublié que c'est Mohamed Al-Sisi, le maréchal président égyptien, qui recevait, mais dans l'euphorie de l'acceptation de l'accord qui a rendu les otages à Israël et qui a amené le cessez-le-feu à Gaza, on avait laissé le héros du jour prendre la lumière. Alors, il n'a pas été très gentil avec Keir Starmer, le Premier ministre britannique, privé de micro. Emmanuel Macron, lui, a été décrit comme se faisant discret. En revanche, il a, ça c'est une habitude, couvert d'éloges sa chouchoute en Europe, Giorgia Meloni. Et puis à un moment, il a dit « Victor, where is Victor ?» Et alors, où est Victor, hein, avant de lancer en le voyant, je sais que peu d'entre vous l'apprécient, mais moi je l'aime bien, et c'est ça qui compte. Alors le Victor en question, on ne sait pas si à l'époque Trump avait déjà dans l'idée de proposer à Poutine d'aller le rencontrer à Budapest, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce petit pays, la Hongrie, donc de Viktor Orban, enclavé en Europe centrale, rendez-vous compte, 1,2% du PIB total de l'Union européenne, c'est ridicule, pour à peine 10 millions d'habitants, et qui se retrouve subitement au centre d'un nouvel équilibre Est-Ouest. Alors le choix de la Hongrie par Trump et Poutine pour se rencontrer représente évidemment un véritable pied de nez aux Européens, à l'Union européenne. Certains, souvenez-vous, avaient il y a peu proposé de priver la Hongrie de son droit de veto à la Commission européenne en raison de ses choix géopolitiques et de sa persistance en particulier à acheter du pétrole aux Russes. Alors, il faut dire que ces dernières années, la Hongrie s'est construite sur une trajectoire inverse du modèle européen, exaltant son passé, son identité, refusant l'immigration et pratiquant une diplomatie qui parle à tout le monde, Russie comprise. Viktor Orban, en juillet 2024, avait accompli la prouesse d'être reçu la même semaine par Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump à Mar-a-Lago pour une mission de la paix à l'époque où, sur l'Ukraine comme à Gaza, aucun dialogue n'était possible. Alors le voilà qui devient puissance d'accueil d'un sommet où va peut-être se décider le sort du monde. Mais surtout, il va recevoir Poutine avec son mandat d'arrêt du tribunal international qui le poursuit sur le territoire de l'Union européenne. Ça, c'est quand même quelque chose. L'Europe, c'est d'ailleurs, ce qui est intéressant, on aurait pu dire il va y avoir des concerts de protestation. Non, l'Europe s'est rangée aussitôt à l'idée d'une rencontre à laquelle elle n'est même pas conviée. Alors, les procès qui sont faits en général à Viktor Orban sont souvent très injustes. Contrairement on le traite de vieux réac, vous regardez sa fiche Wikipédia, il est d'extrême droite, évidemment. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que contrairement à la famille de notre diplomate en chef de l'Europe, Kaja Kallas, qui avait suivi le Parti communiste jusqu'à la chute du rideau de fer, Viktor Orban fut un authentique opposant aux autorités communistes, notamment lorsqu'il était dans l'armée, à une époque où ce genre d'activité pouvait vous conduire tout droit dans un camp de Lavo, la police politique du régime du funeste János Kadar. Au cours de ses études, donc bien avant la chute du mur, il rédige un mémoire de master sur le mouvement polonais Solidarnosc, et puis un autre sur le concept de société civile. Alors, faire de lui un pro-russe aujourd'hui est quand même largement galvaudé, tout comme voir dans la Hongrie, premier pays à s'être soulevé contre le diktat de Moscou en 1956 au prix de 2500 morts et 13 000 blessés quand les chars russes
Russes sont entrés à Budapest comme un allié naturel de Moscou, c'est tout simplement mépriser l'histoire. Le Hongrois possède comme un flair pour détecter tout ce qui possède une forme de tyrannie, qui procède d'une forme de tyrannie, et au cours du XXe siècle, la Hongrie a subi fascisme et communisme, les deux totalitarismes du siècle. Raison essentielle pour ne plus céder à aucun. Et Orban, dans ses discours, ne cesse de reprendre les idées des dissidents soviétiques appliquées à l'action de l'Union européenne, à la manière d'un Boukowski qui avait dit en fuyant la Russie soviétique et en arrivant en Europe: « J'ai vécu dans votre futur et ça n'a pas marché ». Dans ce contexte, l'annonce de la réunion à Budapest a fait évidemment l'effet d'une bombe. D'abord parce que, comme pour la précédente à Anchorage, elle intervient au milieu d'une phase de durcissement des relations entre Russie et USA. Rappelons qu'en août dernier, Trump cherchait déjà à frapper la Russie au portefeuille en appliquant sur l'Inde des tarifs douaniers exorbitants pour la faire cesser d'écouler le pétrole russe. Même scénario aujourd'hui, avec un peu plus de succès, semble-t-il. Narendra Modi, le Premier ministre indien, ayant promis à Trump de cesser ses pratiques, d'après Trump, Modi n'a pas vraiment confirmé. Donc rien d'officiel. Mais contrairement à Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, qui adoptent un ton, vous l'avez remarqué, un ton toujours plus menaçant face à des interférences russes en Europe, pas toujours établi, Donald Trump ne veut surtout pas d'une guerre avec la Russie. Notons que Joe Biden, d'ailleurs, n'en voulait pas non plus, poussant l'Ukraine à se défendre au mieux, mais lui interdisant d'exporter le conflit sur le territoire russe, ou alors seulement par des frappes de drones et de missiles limitées aux infrastructures énergétiques. Vladimir Poutine n'est pas non plus, contrairement à ce qu'on nous annonce dans beaucoup de médias, dans une logique d'affrontement généralisé. Surtout, il ne veut pas mettre en péril les bénéfices que pourrait apporter à son pays une nouvelle ère de partenariat avec les États-Unis. Une réunion au sommet semblait idéale pour d'abord décrisper Trump, le flatter en le mettant en vedette et surtout parler business, qui en général est la meilleure manière qu'a le pouvoir pour pouvoir provoquer chez l'Américain un intérêt accru pour mieux le ramener dans le camp de Moscou. C'est un peu ce que fait Poutine d'habitude. Alors jusqu'ici, la première rencontre a permis au président russe de poursuivre sa guerre sans réellement en payer les conséquences. Cette fois-ci, ce n'est pas un hasard si les Russes ont accepté de déclassifier leurs archives sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Kirill Dmitriev, l'émissaire de Poutine dans les négociations avec Trump, y a déniché un vieux projet de pont de la paix en Alaska entre Russie et États-Unis, envisagé par Kennedy et Khrouchtchev à une époque pour essayer de détendre la guerre froide. Le diplomate propose désormais de creuser un tunnel qui pourrait être construit par Elon Musk. Trump a dit de trouver le projet intéressant. Il a demandé à Volodymyr Zelensky, qui était devant lui, ce qu'il en pensait. « Je n'approuve pas », a répondu le président ukrainien avec son accent rocailleux, mais avec le sourire, parce qu'il maîtrise maintenant les petites piques humiliantes de Trump. La consigne à Moscou est bien de maintenir le lien coûte que coûte. Quant à Trump, il a dit juste avant à Zelensky qu'il préférait négocier la paix avec Poutine et que pour les Tomahawks, on verrait plus tard. Alors Viktor Orban, pour revenir à lui, plaide depuis longtemps pour mettre un terme au conflit en Ukraine. Il a dit, au lieu de faire preuve d'arrogance, de souffler sur des braises d'une guerre sans fin, nous devons négocier avec la Russie. Seul le dialogue peut amener la paix sur notre continent. La semaine dernière, Ursula von der Leyen, elle, a affirmé que l'Union européenne serait prête à une guerre avec la Russie en 2030, comme s'il s'agissait presque d'un chemin inévitable, sinon souhaitable. Gageons que si la paix débouche du sommet de Budapest, l'Union européenne aura signé définitivement sa sortie de l'histoire. Merci Régis pour cette chronique et on en discute tout de suite avec Alexandre de Galzin. Effectivement, pour Viktor Orban, c'est une sorte de renouveau officiel et international, puisque vous l'avez dit, au sein de l'Union européenne, il a plutôt mauvaise presse. Ça cloue le bec à tous ses détracteurs. Oui, quelque peu, mais Viktor Orban a le cuir épais. J'ai expliqué tout à l'heure son pédigré et d'où il vient. C'est quelqu'un qui a l'habitude des tempêtes. Il avait été brocardé par cette même Union européenne, je n'ai pas tout détaillé, mais à l'époque où il avait tout simplement décidé immigration zéro en Hongrie, il avait commencé à construire des murs de barbelés, souvenez-vous, et on le critiquait pour ça. Aujourd'hui, son modèle, on va dire, c'est presque
étendue. D'autres pays comme la Pologne ne veulent pas d'immigration et la voie... La République tchèque qui vient d'élire récemment Andrej Babiš, justement, à la tête du pays, c'est, je vais dire, l'orbanisme exporté directement en République tchèque. Mais après, ce qui est vrai aussi, c'est que Viktor Orban pourrait bien perdre les prochaines élections en Hongrie. Oui, c'est ce que disent les sondages. Alors, les sondages en Hongrie, c'est très particulier. Ceux qui sont détenus par le gouvernement disent que le gouvernement va gagner. Ceux qui sont détenus par l'opposition disent que l'opposition va gagner. Mais il est en position très précaire à l'intérieur, Viktor Orban. Oui, mais ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a des élections en Hongrie et que ce n'est pas un dictateur, contrairement à ce que on a tendance à le décrire dans certains organes de presse, et que s'il doit être battu aux élections, il sera battu aux élections. Mais le modèle, en tout cas, qu'il a tracé pour la Hongrie a fait effectivement des petits. Et aujourd'hui, autour de Viktor Orban, si on rajoute Giorgia Meloni, mais il y a une influence de ce courant, on va dire, souverainiste en Europe, qui jusqu'à concurrencer quelque part, et ce coup d'éclat diplomatique vient encore plus le renforcer par rapport aux autorités de Bruxelles, qui, elles, apparaissent comme n'étant plus à la page ou étant obsolètes aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, vous l'avez comparé à Giorgia Meloni, c'est vrai que eux deux forment un petit peu les deux grandes figures de la droite nationale en Europe, aujourd'hui les deux visages, mais dans le cas d'une défaite de Viktor Orban, qui est désormais la tête de proue en fait de cette Europe souverainiste, est-ce que justement le reste des pays qui s'inscrivent dans son siège, on peut même penser à Marine Le Pen en France, qui est son allié au Parlement européen, ne risque pas aussi d'en prendre un sacré coup ? C'est sans doute, oui, effectivement, mais bon, ça sera les lois de la démocratie et pas de la démocratie truquée. Il y aura une élection en Roumanie et on acceptera le verdict, pas comme on l'a fait, ou pas comme l'Union européenne a refusé de le faire avec Aline Georgescu en Roumanie, quand celui-ci est arrivé largement en tête du premier tour, devant naturellement devenir le président, et puis finalement, comme il ne correspondait pas au profil qu'il fallait pour diriger la Roumanie, pilier de l'alliance nord-atlantique dans le sud-est de l'Europe, eh bien on a préféré rejouer l'élection et voilà, c'est de la manipulation totale. Et là, si Orban ne gagne pas, il cédera le pouvoir. Voilà. C'est ça la différence. Il y a une autre question, un autre personnage que vous avez longuement évoqué dans votre chronique, Régis Sommier, c'est évidemment Donald Trump, qui, en fait, a effectué peut-être son 4e ou 5e renversement total d'alignement sur le conflit russo-ukrainien. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, je crois, il tweetait en expliquant que désormais, il ne croyait plus aux négociations, que Poutine l'avait plus ou moins roulé, et que donc il pensait que le soutien à l'Ukraine jusqu'au bout permettrait la victoire de l'Ukraine. Il disait qu'il pensait que c'était possible. La livraison des Tomahawk allait justement dans cette veine. Pourquoi, selon vous, ce retournement, et est-ce que pourrait y en avoir un autre dans 3 semaines? Est-ce que Trump est vraiment complètement instable à ce niveau-là? Non, je pense qu'il n'est pas instable. Il suit une ligne avec effectivement verbalement des éclats et des tergiversations, mais globalement il revient toujours avec l'idée d'arrêter le conflit. Quand on va au fond de ce qu'il pense et de ce qu'il veut, que les gens arrêtent de mourir. Voilà, il l'a redit encore cette semaine. Et je pense qu'on a tort de n'y voir que ah oui, il ne sait pas ce qu'il veut. Non, il sait très bien ce qu'il veut. Il vient d'obtenir un succès diplomatique assez retentissant au Moyen-Orient, et ça, c'est un élément à son avantage. C'est-à-dire que Poutine est impressionné par le fait que Trump soit arrivé à obtenir une paix précaire, un retour des otages israéliens, on va dire un cessez-le-feu à Gaza après une guerre épouvantable, alors que et en se mettant sur une voie de la paix et peut-être d'un règlement du conflit, alors qu'aucun président américain n'est parvenu à le faire, même ceux qui ont vraiment mouillé la chemise. Je pense en particulier à Clinton, avec ses négociateurs, des gens comme Dennis Ross à certaines époques, vraiment des gens extraordinaires qui ont vraiment essayé de tout faire, et notamment la rencontre de Camp David qui avait été fondamentale, et les accords d'Oslo. Mais
tout ça n'a pas été appliqué. Mais la paix est très loin d'être faite entre quand même Gaza et Israël actuellement. Mais attendons de voir. Là, on est sur une première étape où déjà il y a eu retour des otages, libération des prisonniers palestiniens fait par Israël depuis le 7 octobre. Quelque part, on est quand même dans une phase où voilà, le canon n'est plus la donne et l'écrasement total n'est plus totalement la solution. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est précaire, mais en tout cas, tout ça, on le doit à Donald Trump, qui cumule un effet d'ailleurs très intéressant, que moi j'avais remarqué au Liban avant son élection, c'est que les adversaires acharnés que puissent être certaines parties de la communauté libanaise, par exemple, et les Israéliens, étaient tous les deux pour l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire que chez des adversaires acharnés, il arrive à faire l'unanimité quand même. Et quand vous regardez comment a été accueilli Steve Witkoff, son émissaire sur la place des otages à Tel Aviv, quand il a prononcé le nom de Donald Trump, tout le monde a scandé "Thank you Trump", et quand il a prononcé le nom de Netanyahou, il a été sifflé, il a même pratiquement pas pu terminer son discours. Donc on voit bien que Trump a un vrai impact. Maintenant, effectivement, parfois, il est difficile à lire, mais sur ce qui est de l'Ukraine, il veut forcer la main, il a recommencé à le faire, cette fois-ci en privé, au lieu de le faire en public, comme il l'avait fait lors du premier voyage de Volodymyr Zelensky. Il avait humilié Zelensky, mais là, il a dit à peu près la même chose. Le Financial Times a sorti le fond de l'affaire hier. Il y a eu des mots échangés très durs entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky lors de ce troisième voyage. Cette fois-ci, ce n'était pas devant les caméras, mais Donald Trump lui a dit, si tu veux la paix, il va falloir que tu cèdes des territoires. Voilà. Mais alors, selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a 2 semaines, justement, Donald Trump expliquait qu'il pensait que l'Ukraine pouvait gagner cette guerre, et pourquoi il promettait à l'Ukraine des missiles Tomahawk? Parce qu'à l'époque, il voulait que l'Europe, il voulait fortement encourager l'Europe à acheter les armes américaines pour défendre l'Ukraine. C'est ça le calcul. C'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ayant décidé, quand il l'a dit, c'était peu de temps après, quand il s'était exprimé en disant nous maintenant, c'est plus nous qui sommes en front line, c'est plus nous qui sommes qui avons le volant. Nous, on est à l'arrière. Maintenant. Voilà, que les puissances règlent. Il y a eu 2-3 moments où il s'est dit, de toute façon, j'y arriverai jamais, il faut que ça se décide sur le champ de bataille. Trump le sait parfaitement, et je vous encourage à regarder la situation sur le terrain aujourd'hui, où les Russes sont en passe de créer une poche à feu d'une ampleur absolument immense, comme on n'en a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale, qui commence à entourer depuis Kupiansk jusqu'à Pokrovsk les dernières forteresses ukrainiennes du Donbass. L'Ukraine possède encore une vingtaine de pourcents de l'oblast de Donetsk. C'est ce que Poutine veut. Poutine est prêt à arrêter la guerre si l'Ukraine donne ces dernières forteresses du Donbass. Dans ce cas-là, il rendra ce qu'il a pris à Soumy, à Volchansk, dans l'oblast de Kharkov, également dans celui de Dniepro. Il est prêt à tout rendre, tous les autres territoires, et à ne pas contester on va dire l'autorité de l'Ukraine sur ce qui reste de Kherson, à ne pas reprendre la ville de Kherson non plus, et à ne pas, on va dire, prendre le reste de la zone administrative de Zaporozhye, à condition qu'on lui donne le Donbass. C'est ça qu'il veut. Et ça, c'est ce que Trump a essayé d'imposer à Zelensky. Ça s'est mal passé, mais Zelensky, on le voit bien, n'a plus de mots à dire, et les Européens n'ont plus leur mot à dire non plus. Donc ça va se négocier entre Poutine et Trump, avec Viktor Orban en chef d'orchestre, et ça va se faire à Budapest sans que personne d'autre n'ait de mot à dire. Mais quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est qu'il y a quelques mois, quelques semaines même, on discutait avec vous du fait que Poutine, on avait l'impression qu'il était en train de se jouer vraiment de Donald Trump, et que Poutine étant, vous l'avez déjà dit à de nombreuses reprises, mais un excellent diplomate maîtrisant un peu la finesse de la diplomatie, en fait, avait réussi à balader un petit peu Steve Witkoff et Donald Trump. Est-ce que c'est pas à nouveau ce qu'il est en train de faire, en gagnant du temps, toujours du temps, et en maintenant un dialogue permanent, dans le but de pouvoir toujours avancer sur le terrain où il gagne du terrain?
C'est une des. Jusqu'à présent, c'est ce que Poutine a joué, oui. Mais je pense pas qu'il ait baladé Donald Trump. Je pense que Poutine et ceux qui sont autour de lui, Oudchakov, même Medvedev, malgré ses propos, on va dire, outranciers sur les réseaux. Mais quand vous regardez, suivez, j'encourage nos auditeurs à suivre le compte de Kirill Dmitriev, qui est le pro-US de l'équipe Poutine, qui s'exprime en anglais et qui fait des comptes rendus des dessous des cartes régulièrement sur son compte X. C'est très intéressant et ça montre quoi? Ça montre que les Russes veulent à tout prix conserver ce lien qui a été établi, ces nouvelles relations avec les États-Unis, cette nouvelle configuration. Ils ne veulent absolument pas que ça s'arrête. Donc, ne voulant pas que ça s'arrête, ils sont coincés entre deux problématiques. La problématique de continuer la guerre qui leur donne l'avantage, le sort des armes est pour eux en ce moment. Et l'autre problématique, c'est de conserver leur lien avec les États-Unis. Il faut qu'ils arrivent, coûte que coûte, à conserver les deux. J'expliquais que ce pont, on avait ressorti ça des archives de Kennedy. Allez, on va faire un tunnel, on va tout faire pour essayer de montrer que les Russes et les Américains ont des choses en commun qui dépassent simplement le simple conflit ukrainien. Et du coup, Poutine va gagner du temps, mais là, s'il arrive à obtenir le Donbass par la négociation, il n'a plus de raison de continuer cette guerre. Sauf que d'un autre côté, ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est que s'il parvient dans les prochains mois à l'obtenir par les armes, il aura encore plus d'arguments à faire valoir pour avoir un meilleur traité de paix. Et la question qui se pose, c'est qu'actuellement, on voit que, en fait, on se dit que peut-être que le meilleur moyen d'obtenir la paix serait en fait que les relations entre les Russes et les Américains, c'est peut-être un peu tordu, mais que les relations entre les Russes et les Américains s'arrêtent complètement. Comme ça, Poutine, en fait, serait confronté à une tension diplomatique et serait forcé de revenir à la table des négociations, ce que cherche Trump. On pourrait se dire ça aussi. Oui, mais moi je crois que la partition entre les deux hommes, elle est établie depuis longtemps, et Trump a fait son deuil de l'Ukraine. D'abord, il n'en veut pas de l'Ukraine, il ne veut pas que ce soit sa défaite, il veut que ce soit celle de Biden et des Européens. Il le dit, il le répète, j'aurais été au pouvoir, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Poutine a encore, elle lui a dit, si vous aviez été au pouvoir, cette guerre n'aurait jamais eu lieu, ce qui l'a encore contenté et rassuré dans cette idée que ce n'est pas sa guerre, et que au-delà de ça, effectivement, il y a une réorganisation totale du monde, avec en filigrane cette obsession américaine de détacher la Russie de la Chine. Si les relations et le business se fait avec les États-Unis, c'est sûr que on va pas totalement laisser la Russie, qui est cette immense poche énergétique avec des ressources infinies dans les mains des Chinois. Et ça, c'est important pour Trump dans la prochaine configuration. L'Europe, Trump lui laisse choisir de où elle devra aller et lui laisse s'organiser. Et on voit qu'elle a énormément de mal à s'organiser et à exister. C'est pour ça que le problème, il est que diplomatiquement, à vouloir poursuivre cette guerre, on ne sait pas très bien où l'Europe va, parce que cette guerre n'est pas vraiment gagnable. Et Trump l'a compris. Simplement, il faut qu'il garde la face à Poutine. Et Poutine a vu son économie ralentir en 2025, ne veut pas mettre son pays au bord de l'abîme. Donc, il va devoir aussi composer, même si sur le terrain, les choses vont bien pour lui. Donc, ça va être, mais je pense que si on arrive si l'affaire du Donbass est négociée, le reste suivra. Et est-ce que vous pensez que cette rencontre qui va se dérouler justement à Budapest dont vous parliez, est-ce que vous pensez que cette rencontre, elle peut remettre une autre Europe au centre du jeu ? Est-ce que vous pensez qu'en fait, finalement, une Europe qui serait pas celle de von der Leyen, mais peut-être une Europe plutôt de Giorgia Meloni, Robert Fico, Donald Trump ne parle qu'à Giorgia Meloni et à Fico et à Orban. Non, est-ce que vous pensez que justement ces personnages conservateurs, on va dire au sens très large, européens, eux peuvent réellement devenir des intermédiaires de paix, ce que nous n'avons pas réussi à être durant les 3 années qui se sont déroulées. Mais totalement. Il y a à la fois, c'est pas simplement un dirigeant, Viktor Orban, qui tire son épingle du jeu d'un contexte géopolitique complexe au niveau international et qui arrive à faire exister et à placer son pays sur la carte du monde. C'est une véritable compétition
idéologique en Europe. C'est une vision de l'Europe, deux visions de l'Europe qui s'affrontent. Et on sent bien qu'aujourd'hui, à la fois en Angleterre comme en France, électoralement ou dans la rue, les souverainistes, même s'ils sont divers, ils ne sont pas tous d'accord sur plein de choses, mais en tout cas, c'est cette tendance-là qui a le vent en poupe. Et l'Europe, l'Union européenne des Thierry Breton, Nathalie Loiseau et Ursula von der Leyen a un peu du plomb dans l'aile. Même quand je dis sortir de l'histoire, c'est qu'on comprend que cet immense marché économique, qui a toujours été perçu d'ailleurs par les Américains comme tel et par d'autres comme les Chinois, cet immense marché n'a pas réussi à s'organiser politiquement. Et donc aujourd'hui, il y a une autre forme d'Europe qui est en train de se mettre en place, avec une volonté des peuples, on sent bien, d'exister, de ne pas disparaître, surtout de ne pas se dissoudre dans cet ensemble. Parce que ce qui est intéressant pour prendre la question d'Orban, Orban a tout fait intérieurement pour magnifier le passé de la Hongrie, pour essayer d'en tirer des leçons. Idéologiquement, alors même s'il perd les élections, il y a quand même des choses assez incroyables. Moi, j'avais assisté aux universités d'été de l'université de Matthias Corvinus, à Erzégom, qui est une ville au nord de la Hongrie. C'est incroyable, c'est un véritable laboratoire du conservatisme en Europe, auquel d'ailleurs, bien avant l'élection de Trump, les Trumpistes étaient présents. Donc il y a une véritable internationale, on va dire, des souverainistes en ce moment qui se met en place. Et notamment avec ce qu'on appelle le CIPAC aussi, qui se déroule aussi en Hongrie depuis 2 ans. Je fais juste un pas de côté peut-être pour cette dernière question, je crois qu'il nous reste 3 minutes, Régis Sommier. On a vu un événement récent qui a pu en surprendre plus d'un, c'est que le nouveau dirigeant de la Syrie, Mohamed Al-Shara, a été reçu par Vladimir Poutine à Moscou, je crois, il y a quelques jours. Alors vous êtes un grand critique justement de Mohamed Al-Shara. Comment vous expliquez cette rencontre alors même que Bachar el-Assad est toujours sur le sol russe? Je ne crois pas que les Russes, et j'ai jamais cru que les Russes allaient remettre un jour Bachar el-Assad sur le trône à Damas. Je pense que c'est pas dans les plans. Lavrov a expliqué qu'il s'agissait de ne pas lui faire subir ce qu'avait subi Moammar Kadhafi dans d'autres circonstances ou Saddam Hussein. Donc voilà, il dit on l'a accueilli pour des raisons humanitaires. Bon, évidemment, ça, il y a aussi une raison politique, mais non, la visite d'Al-Shara, elle est dans la directe suite de la reconnaissance par la plupart des pays que Al-Shara a représenté l'élément de stabilité pour la Syrie, enfin une tentative d'élément de stabilisation de la Syrie, et elle n'est pas complète puisque Al-Shara a même proposé aux Russes de venir s'interposer justement entre les Israéliens et eux dans le sud de la Syrie, parce que les Russes connaissent bien la Syrie, hein, ils l'ont pratiquée pendant une dizaine d'années, enfin depuis 2005, septembre 2005 jusqu'à la fin de la guerre, et que c'est eux qui ont vraiment changé la donne là-bas. Donc ils ont aussi cet intérêt de conserver leur base, les 2 ports en eau chaude qu'ils ont autour de Tartouf, un port maritime et un port de sous-marin également, plus la base de Khmémim, une base aérienne, et donc ils veulent conserver ces entités qui sont en Méditerranée orientale. Et ils pensent que le Shara pourrait apporter la stabilité pour l'instant. Pour le moment, ils n'ont pas beaucoup d'autres choix. Vous savez, Shara, au niveau international, a réussi un exercice parfait. Maintenant, au niveau intérieur, les persécutions continuent contre les Alaouites, contre les chrétiens et contre les Druzes, et l'instabilité, elle existe aussi, et Shara a déjà échappé, je le rappelle, à 2 tentatives d'attentat, plutôt fomentées par son aile extrême, c'est-à-dire les djihadistes qui traînent dans son sillage, lui-même étant un ancien djihadiste, il faut quand même le rappeler au passage. Merci Alexandre de Galzin d'avoir mené cet entretien, merci Régis Le Sommier pour votre analyse, pour vos réponses. On vous retrouve la semaine prochaine puisque vous êtes notre partenaire. Donc je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain.